Bonjour Laurent Marcangeli, Bonjour. merci de venir sur notre plateau ce matin. Donc, Stéphanie Risse, ministre de la Santé, vient de l'annoncer, une surmortalité fin juin à cause de la canicule, autour donc, de 2025 décès. Est-ce qu'on peut dire, malgré ce chiffre, que la France a tenu, comme l'a dit le Premier ministre ? Non, 2025 décès, c'est toujours 2025 décès de trop si c'est dû directement à la canicule. Donc je dirais une pensée pour les familles de celles et de ceux qui sont décédés dans ces conditions. Il faut beaucoup d'humilité pour traiter le sujet. Vous savez que lundi, nous débattrons d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. On va y venir. Et je vois bien qu'il y a eu une querelle de chiffres qui est indigne sur la question, notamment alimentée par Madame Rousseau sur des plateaux de télévision et dans le débat public, qui allait jusqu'à 10 000 personnes décédées directement. C'est le président du groupe du Sénat, Guillaume Gontard, des écologistes, qui a dit que ça pourrait aller jusqu'à 10 000, ce qui a particulièrement agacé le Premier ministre, qui dit comme vous que c'est une querelle indigne de chiffres. En tout cas, là, on a la vérité des chiffres pour le moment, une surmortalité 2025. Bien évidemment, c'est toujours trop, vous le disiez. C'est toujours trop. Ouais. C'est toujours trop. On ne peut jamais considérer qu'une seule mort soit en moins ou en trop. En l'occurrence, c'est en trop. Alors, comment on peut analyser ça ? On sait qu'en 2003, les EHPAD étaient particulièrement démunis. C'est là où il y a le plus de morts. Là, le Premier ministre a insisté hier, lors de sa cellule interministérielle de crise, sur les morts à domicile. Ça veut dire quoi de notre société ? Et ça veut dire quoi de ce que pourrait éventuellement faire encore mieux l'État ? Le débat, il avait déjà eu lieu en 2003, je m'en souviens. On avait retrouvé beaucoup de personnes décédées seules à leur domicile et même des morts qui n'avaient pas été réclamées, je dirais, tout à fait. dans les funérariums. L'isolement, on s'en est aperçu notamment pendant le Covid aussi, c'est un vrai fléau dans notre société moderne. Vous avez des gens qui passent sans que personne ne les regarde, sans que personne ne leur parle. C'est aussi un problème de type sociétal qui se pose à nous. Ceci étant dit, je pense qu'il y a des choses à faire, notamment en matière de climatisation. On l'a dit, il y a un plan de climatisation qui a été fait pour les EHPAD, pour l'hôpital. Vous parlez des endroits sensibles. Il y a des endroits sensibles. EHPAD, hôpital, mais pas pour tout à chacun, comme le plan clim, si on peut l'appeler comme ça, du Rassemblement national. Oui, bon, le plan de climatisation du Rassemblement national, et comme toutes les propositions du Rassemblement national, la plupart du temps, c'est pas chiffré correctement, c'est populiste et c'est un faux bon sens que propose le Rassemblement national. Mais pour les endroits sensibles, ça veut dire qu'il y a quand même eu quelques enseignements tirés de 2003 avec ces salles réfrigérées pour les EHPAD, mais pour les hôpitaux et les écoles, je dirais que le chemin est plus que long. Ça fait 23 ans. Vous savez, j'ai été ministre de la fonction publique. Oui, j'allais le rappeler justement. J'ai été maire d'Ajaccio pendant 8 années, équiper les bâtiments, des écoles notamment. J'en ai été un acteur. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Lorsque vous avez une commune où il y a 29 écoles et je ne sais plus combien de salles de classe en tout dans les écoles et qu'il faut les équiper, ça nécessite du temps et des moyens financiers que les collectivités, par contre, n'ont pas toutes souvent à leur disposition. Donc je crois qu'il y a des leçons qui ont été tirées de 2003, mais qu'on est souvent surpris par des épisodes d'une telle violence. Il y a quand même des moyens, vous le disiez, pour les collectivités. Il y a ce fonds vert créé par Emmanuel Macron. Béchu. Voilà, mais donc par cette majorité-là. Pour autant, il a diminué, 2,5 millions dernièrement, 800 millions d'euros et peut-être un peu moins parce qu'il y a un gel qui est toujours en question. Ça veut dire pour autant qu'il y a eu l'effort qui a été fait, mais pour l'instant, il n'est pas financé au niveau dont on aurait besoin les collectivités. Vous connaissez, vous l'avez dit, les collectivités locales, vous connaissez ce qu'est un gouvernement. Comment on fait pour trouver l'argent ? D'abord, il faudrait peut-être dépenser un peu moins globalement. Je rappelle quand même que nous avons un problème de déficit public qui se pose avec beaucoup de puissance à nous. Et qu'aujourd'hui, ça nécessite des efforts, à peu près dans tous les postes de dépenses de l'État. Et que les prévisions qui avaient été réalisées en 22-23, lorsque le fonds vert a été créé, ne tenaient pas compte du fait qu'en 2026, nous soyons avec un déficit public à plus de 5%. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais on touche quand même à ce qui n'est plus une prophétie. On touche à la nécessité de financer la transition écologique et de lutter contre le dérèglement climatique. Je suis totalement d'accord avec cela et je pense que dans les propositions que nous ferons dans le cadre de l'élection présidentielle, ça aura une place prépondérante. Néanmoins, toujours encore plus prépondérant, la nécessité de ne pas léguer aux générations futures des caisses vides ou du moins des dettes difficile à rembourser. On va y revenir en parlant justement de votre candidat Édouard Philippe et du meeting de dimanche. Un point qui vous tient à cœur en tant que, j'allais dire que député, mais aussi de Corse, puisque vous êtes député de Corse du Sud et natif d'Ajaccio, si je ne dis pas de bêtises, a été voté la semaine dernière le projet de loi constitutionnelle de l'autonomie, donc à l'Assemblée.
Ça va changer quoi si on va au bout du processus, sachant qu'il y a une présidentielle au milieu? Ça va changer quoi pour les Corses? Ça changera tout simplement le fait que des décisions seront prises au plus près de la population de la Corse, dans un élan de décentralisation nouveau, avec des compétences et des responsabilités nouvelles pour la région, pour la collectivité de Corse, et que les Corses ont voté à plusieurs reprises pour des listes, pour des responsables politiques qui demandent cette évolution. Ensuite, attention, il faut savoir raison garder. Je suis un opposant à ceux qui dirigent la région. Il faudra aussi faire le bilan de ce qu'ils ont fait avec les compétences que nous avons aujourd'hui. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire et à redire. Le débat ne fait commencer. On a vu déjà que les indépendantistes de Nazione veulent interrompre ce processus, considérant qu'on ne fait pas assez de place au peuple corse. On aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais vous entendre rapidement sur un jugement qui est attendu le 7 juillet, le jugement en appel pour Marine Le Pen et les assistants parlementaires européens, emploi présumé fictif. Ça changerait quoi pour la campagne que Marine Le Pen soit inéligible et que ce soit Jordan Bardella le candidat? Ça changerait l'identité du candidat ou de la candidate du Rassemblement national. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à affronter. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à affronter et l'un et l'autre, puisque nous affronterons les candidats du Rassemblement national. Est-ce que vous dites, comme certains, que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une vraie différence à la fois de personnalité, mais aussi de programme? Une Marine Le Pen qu'on dit plus sociale, certains disent socialiste. Monsieur Bardella un peu plus identitaire, plus proche des entreprises. Ça change quand même une campagne. Ça change les choses. Ça change les choses. L'identité d'un candidat ou d'une candidate, ça change. Mais nous sommes prêts à affronter l'un comme l'autre, avec notamment les différences qui sont les leurs, puisque c'est vrai que parfois la ligne du RN, j'ai un peu du mal à la suivre. Oui, on dit qu'effectivement, ils ne sont pas toujours d'accord et on verra donc le 7 juillet lequel des deux pourra se présenter. Pourquoi ne pas avoir attendu ce jugement-là pour faire son grand meeting présidentiel pour Édouard Philippe? Parce qu'il va peut-être s'adresser aussi à ceux qui sont tentés par le vote Rassemblement national sans connaître réellement qui sera le candidat. Édouard Philippe s'adressera à l'Assemblée des Français. Je pense qu'après-demain, il aura un discours qui parlera de sa détermination, de pourquoi est-ce qu'il souhaite être président de la République, de son parcours politique, de son parcours d'homme, de Français. Et aujourd'hui, on n'a pas à tenir compte du Rassemblement national pour organiser nos réunions publiques. C'est la candidature d'Édouard Philippe qui compte. Alors, vous avez enregistré un certain nombre de soutiens. Alors, certains ministres, Renaissance, Maud Bréjon, quand même porte-parole du gouvernement. Il y a aussi Mathieu Lefebvre, alors, qui viennent de la droite, donc c'est moins surprenant. Nicolas Forissier, même chose. Vous avez vos deux ministres Horizon. Et puis, il y a eu Laurent Wauquiez, qui, si j'ose dire, a fait des siennes. Lui, qui avait critiqué fortement Édouard Philippe, a dit, dans une interview au Figaro, « Je crois qu'Édouard Philippe peut incarner l'ordre et le sérieux permettant de redresser la France. » C'est plus un soutien à Édouard Philippe ou un tacle à Bruno Retailleau? C'est un encouragement à Édouard Philippe et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, sauf que moi, en ce qui me concerne... Vous le prenez comme un soutien? Je le prends comme un encouragement. Et Édouard Philippe lui-même l'a dit. Comme à l'école? C'est un encouragement par rapport aux qualités d'Édouard Philippe que moi, pour ma part, je vante de manière assez inlassable depuis quelques années. Je ne pense pas être le dernier arrivé. Mais ce que je constate, c'est qu'on a créé un parti politique qui s'appelle Horizon, que tout le monde soutient Édouard Philippe chez Horizon et qu'aujourd'hui, nous avons des femmes et des hommes qui viennent d'autres partis politiques qui nous soutiennent. Et en cela, c'est assez encourageant pour la suite. Et je pense que ça démontre que Édouard Philippe a les capacités pour pouvoir rassembler le plus largement possible l'espace de la droite et du centre. C'est ce que nous poursuivons comme objectif. Alors, vous parlez d'un rassemblement. Est-ce que ces soutiens-là, qui n'étaient pas forcément tous très attendus, à part les ministres Horizon, bien sûr, est-ce que c'est un message que vous envoyez à M. Gabriel Attal en disant « Rassemblons-nous dès maintenant, n'attendons pas les sondages ou la fin de l'année » Moi, je vais vous dire ce que je pense à titre personnel, c'est qu'on prend le risque, si nous sommes trop nombreux sur la ligne de départ, à être effacés de l'histoire. Et je ne m'adresse pas personnellement à Gabriel Attal, mais je pourrais le faire aussi pour Bruno Retailleau. Je crois qu'un seul candidat, c'est l'objectif que nous devons poursuivre pour pouvoir éviter le duel entre le candidat ou la candidate du Rassemblement national et M. Mélenchon, parce que c'est une hypothèse qui est malgré tout sur la table, et que pour moi, cette hypothèse, elle est cauchemardesque. Le seul moyen pour gérer ce bloc central d'être au second tour, c'est qu'il se range, et M. Retailleau et M. Attal, derrière votre candidat. C'est que nous nous rassemblons. Pour l'instant, Édouard Philippe a une longueur d'avance, mais il faudra se rassembler derrière le candidat qui sera le mieux placé, derrière celui qui, je l'espère, sera président de la République. Vous savez que mon cœur penche pour Édouard Philippe, et ma raison aussi. Et je pense que si nous nous rassemblons, nous écartons le risque d'assister impuissant à un débat qui ne sera pas bon pour la France et les Français. Dernière question, on a appris les dates de la présidentielle, 18 avril et 2 mai. Quelle est votre réaction par rapport à ces dates? Alors, c'est les vacances d'avril, tout le monde était un peu coincé là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez de ces dates?
D'abord, je suis toujours un peu effaré par les polémiques qu'on construit de toutes pièces. On ne peut plus rien proposer sans qu'à un moment, une polémique surgisse au coin de la rue. C'est les dates qui ont été choisies et je pense qu'on n'a pas à discuter de ça. Après tout, la dernière fois, ça a lieu une semaine avant. C'est au mois de mai qu'on vote pour l'élection présidentielle. Ça ne me surprend pas et ça ne me choque pas. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau ce matin. Bonne journée à vous.